Donc là, notre deuxième intervenante, c'est Bénédicte Bacan, qui est directrice de recherche au sein de l'unité BIA à INRAE Nantes. Elle est responsable de l'équipe ELIPS, édifice lipoprotéique et protéosaccharidique, et elle s'intéresse à l'architecture des cuticules des plantes et à la relation entre leur structure et leur fonction. Et donc, elle va nous faire un topo aujourd'hui sur ses travaux sur le continuum cutine-paroi dans la peau de tomate, pour lequel elle a utilisé notamment la spectroscopie Raman. Donc moi, je vais vous parler de la cuticule des plantes. Que ce soit Carl, notre spécialiste local, enfin tout court d'ailleurs, du Raman, c'est Angelina en fait sur le labo. Donc moi, je vais plutôt vous raconter comment on a utilisé, enfin l'utilisation de qu'est-ce que ça nous a apporté, et que sur la technique elle-même. Donc d'abord, pourquoi s'intéresser à la cuticule des plantes? En fait, pour des tas de bonnes raisons, c'est-à-dire que la cuticule, c'est l'interface en fait entre la plante et son environnement, et donc elle a plein de fonctions biologiques pour la plante, que ce soit en fait intuitivement, c'est un polymère qui est hydrophobe, donc on voit bien qu'elle est impliquée dans la rétention et le maintien de l'hydratation de la plante. On dit souvent aux étudiants qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre pour les plantes sans cette cuticule, puisqu'elle recouvre tous les organes aériens des plantes. Mais elle est aussi impliquée dans la résistance aux UV. C'est la première barrière que rencontre un pathogène. Donc, elle est impliquée aussi dans la relation hôte pathogène, enfin plante pathogène. Et puis, c'est aussi elle a des fonctions mécaniques, puisque vous voyez dans le cadre de la cerise ici, par exemple, quand il y a un défaut de la cuticule, donc il y a des phénomènes de cracking qui sont rédhibitoires pour la production. Donc, en gros, dans un environnement qui change, en utilisant aussi d'autres modes de production, et ben en fait, notre travail, c'est d'essayer de comprendre la fonction de cette cuticule pour pouvoir la maîtriser et continuer à faire pousser des plantes. Et il se trouve que toutes ces fonctions donc, sont associées en fait à l'organisation de cette cuticule, et qu'on pourrait donc de manière très schématique. Donc, il y a des cellules de l'épiderme, on représente la cuticule ainsi, les cellules de l'épiderme avec les parois qui sont en vert, et la partie de la cuticule, la partie hydrophobe, est représentée ici en jaune et orangé. Et si on devait schématiser cette cuticule, grosso modo, c'est un squelette. C'est un squelette lipidique, totalement insoluble d'ailleurs au solvant, qui est donc ce qu'on appelle la cutine, qui est un polyester d'acide gras hydroxylé, dans lequel sont enchâssés d'autres lipides qui, eux, sont extractibles au solvant qu'on appelle les cires, mais dans lequel on retrouve aussi des composés phénoliques et des polysaccharides de pariétaux qui sont très fortement enchâssés. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est à la fois chimiquement complexe et, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui est aussi très organisé, d'où la notion d'architecture. Et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, une grande partie de nos recherches consiste à comprendre en fait les relations entre cette architecture de cette cuticule-là et les propriétés de cette peau des plantes. Alors, je me suis souvenu en fait qu'on avait déjà utilisé le Raman au tout début de nos recherches. Et donc, j'ai inclus ça dans cette présentation. La cuticule, là, donc, comme l'a dit Angelina, la tomate, c'est souvent un de nos modèles préférés, parce qu'en fait, l'épaisseur de la cuticule est compatible avec toutes ces analyses structurales. Et donc, je vous disais que le squelette de la cutine, c'est un polyester d'acide gras hydroxylé. Donc, c'est un acide gras hydroxylé, c'est ça, c'est une longue chaîne de lipides dans lequel on va trouver des hydroxyles en bout ou en milieu de chaîne. Et donc, selon finalement, le type de polymérisation, on va avoir des polymères qui vont avoir des schémas de réticulation plus ou moins réticulés. Et vous voyez bien que finalement, moins le polymère est réticulé, plus on va avoir des hydroxyles libres. Et alors, du coup, à l'époque, on a travaillé sur justement le polymère de cutine in planta. On avait utilisé un système de modification chimique en fait des OH libres dans le polymère. C'était une alkylation avec un composé benzyle. Et il se trouve, et donc notre idée à l'époque, c'était de pouvoir déterminer in situ le schéma de polymérisation de la cutine. Et par chance, en fait, finalement, cette modification de la cutine, en fait, elle avait un signal Raman spécifique, c'était notre agent dérivant, qu'on retrouvait bien dans notre cutine marquée et pas dans la cutine non marquée. Et donc, simplement, en faisant
une analyse de surface de notre peau. Donc là, vous avez votre peau de tomate, peut-être vous pouvez la voir quand vous avez fabriqué votre ratatouille. Donc là, nous, c'est la façon dont on la regarde, nous, peut-être un petit peu différente, mais c'est la même. Donc là, c'est une image à effet, mais là, vous avez un système fond clair où vous devinez du coup les cellules de l'épiderme vues par le dessus. Et en fait, avec le marquage de notre signal Raman, vous voyez du coup la présence et la répartition de ces OH libres qui étaient marqués. Et vous voyez déjà dès à présent que finalement, cette réticulation de la cutine au sein de la plante, elle n'est pas régulière en fait du tout. Et pour aller, donc voilà, ça c'est un zoom en fait. On voit bien qu'il y a des zones qui sont plus réticulées parce qu'il y a moins d'OH libres que d'autres. Et puis, on avait même pu, en fait, utiliser cette approche-là, en fait, pour caractériser des mutants. On était les heureux découvreurs de la première cutine polymérase. On avait des mutants qui étaient affectés, qui ne produisaient pas cette enzyme. Et donc, on voit bien, finalement, qu'on avait une modification du schéma de polymérisation aussi implantat. Voilà. Donc, c'était une première image qui nous avait déjà, à l'époque, l'utilisation du Raman à l'époque nous avait déjà vraiment pas mal servi. Et on a continué. Je reviens sur donc avec des développements plus récents qui utilisent cette fois-ci la microscopie Raman. Donc revenons à notre cuticule dont je vous ai parlé tout à l'heure, exactement le même schéma. C'est donc une image MEB ou ici une image fond clair pour l'instant. Et donc vous allez beaucoup voir ce genre de structure qu'on va du coup cette fois-ci analyser chimiquement avec la spectrogramme. Pourquoi on utilise la spectrogramme? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était chimiquement complexe, je vous ai parlé des lipides, mais dedans, en fait, on va trouver aussi des cires, des composés phénoliques de différentes natures et des polysaccharides, à la fois des pectines, de la cellulose, qui a d'ailleurs, entre parenthèses, une forte teneur en cellulose cristalline, et des hémicelluloses. Vous voyez que finalement, la résolution du Raman, et la taille de la cuticule et surtout les spécificités, les signatures chimiques qu'on va pouvoir trouver étaient bien adaptées finalement pour l'étude de cette architecture de la cuticule. Et alors, pourquoi on a utilisé, donc, que c'était quoi on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pouvoir modéliser. En fait, on s'est dit, donc, la tomate, c'était non seulement un fruit intéressant parce que la cuticule est suffisamment épaisse, mais elle a aussi, notre question, c'est la relation structure-propriété. Donc, en fait, au cours du développement, cette cuticule, elle doit être à la fois forte et à la fois extensible pour pouvoir suivre le développement du fruit. Et il se trouve que physiologiquement, la tomate, c'est aussi un bon modèle parce qu'en fait, elle a des étapes de croissance qui sont très bien identifiées, avec une première étape qui est une étape de division des cellules, puis donc vous avez ici le schéma correspondant, enfin les photos correspondantes aux différents stades. Au départ, donc, dans la croissance du fruit, c'est plutôt une étape de division des cellules, puis ensuite d'expansion des cellules, et puis à la fin, donc, la maturation dans laquelle on va avoir l'accumulation spécifique justement de certains composés. Donc, notre schéma expérimental, et là, encore une fois, merci pour la présentation précédente, comme ça, en fait, on a fixé des tissus qu'on a inclus, nous, dans la paraffine. On a établi des coupes, on a déparaffiné dans notre cas, puisqu'en fait, on a la chance d'avoir un polymère qui est totalement insoluble au solvant, donc on peut se débarrasser de la paraffine sans se débarrasser de nos molécules d'intérêt. Et on a opté donc, pour des images spectrales sur ces zones d'intérêt. Voilà. Donc, dans un premier temps, en fait, je ne vais pas préciser ici dans cette présentation, mais on a en amont, on s'est fabriqué toute une bibliothèque de spectres de référence et on a cherché sur des bandes spécifiques. En fait, on a fait de l'intégration de bandes. Donc, ça donne quoi? Donc, vous avez ici trois stades de développement de la cuticule de tomate et on a suivi, par exemple, donc la cutine avec les nombreux nombres des CH2, l'acide pécumarique, les pectines et la cellulose cristalline. Et on voit déjà que donc on a bien déjà une distribution chimique différente qui est hétérogène dans ce polymère. Et on voit surtout des différences de distribution dans la cuticule et au cours du développement. Donc, c'était un premier stade. Par contre, dans cette approche-là, dans cette approche qu'on appelle d'analyse univariée, on cherche que ce qu'on connaît. Donc, on est allé un petit peu plus loin. Et donc, on a fait un travail, en fait, d'analyse multivariée des cartographies qui étaient générées. Et
Pour faire simple, en fait, on utilise un système de hiérarchisation, de classification par hiérarchisation. Et donc, on va prendre cette fois-ci tout l'ensemble du spectre et en fait comparer sur les différents pixels qu'on a, les spectres qui se ressemblent entre eux et les rassembler en fait. Et on définit ainsi le nombre de clusters en fait qui sont pertinents ou pas pour l'étude de nos analyses structurales. Et donc, qu'est-ce que ça a donné en fait? En fait, on voit au fur et à mesure, donc là vous avez une tomate verte, toute petite, verte mature et puis ici mature rouge. Et donc, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la croissance du fruit, la cuticule, qui est finalement un composite naturel, se complexifie et on obtient du coup un nombre de clusters de plus en plus différents. Et surtout, on voit aussi du coup la mise en place des différents tissus au cours du développement. Par exemple, au tout début, la cutine est essentiellement en fait construite avec, la cuticule est essentiellement avec de la cutine et de la pectine. On a très peu de cellulose cristalline qui se trouve, elle, par contre, dans les parois non cutinisées. Au fur et à mesure, en fait, la cutine se complexifie. On a une espèce de gradient, en fait, de la composition de la cuticule, que ce soit au niveau des polysaccharides. Ici, le gradient cellulose-pectine s'établit. On a aussi l'apparition de premiers composés phénoliques qui s'installent. Et puis, avec la maturation, de nouveau, on a une intégration, une intégration de différents composés encore qui sont de plus en plus cutinisés, avec surtout aussi un burst de composés phénoliques. Ça, c'était connu d'un point de vue biochimique, mais ce que cette cartographie nous apporte, c'est qu'en fait, elle est différemment répartie. On a des zones qui sont plus riches en flavonoïdes et d'autres, en particulier une zone là qui est très riche en acide pécomarique. Et du coup, là, la question du rôle de ces composés phénoliques, du coup, on la voit différemment. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que nous apporte en fait cette analyse de la cartographie Raman également? Et bien, en fait, ça nous donne une distribution sur la composition chimique. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut aussi du coup la coupler avec une analyse d'image pour aller encore un peu plus loin dans les informations qu'on peut avoir. On peut aussi jouer en fait sur l'organisation macromoléculaire en fait de ces molécules. En particulier, par exemple, sur l'orientation au sein de ce composite. Donc, pour ça, on a utilisé une autre modalité de la microscopie Raman, c'est en fait on utilisait la polarisation, c'est-à-dire on a différencié, on a fait des acquisitions en orientant différemment le laser par rapport à l'échantillon. Et donc, finalement, si on obtient, pour faire court, s'il n'y a pas d'orientation particulière, on obtiendra la même sur certaines, parce qu'on obtiendra la même réponse, quelle que soit l'orientation du laser. En revanche, si on a des différences suivant l'orientation du laser, c'est bien qu'on a une orientation particulière de certaines molécules. Et donc, on s'est intuitivement, parce qu'on avait de la cellulose cristalline, on s'est intéressé à la cellulose. Et on a des observations qui montrent bien l'orientation spécifique de la cellulose dans certains tissus végétaux. Et de manière peut-être plus étonnante encore, on a vu aussi qu'on avait potentiellement des réponses différentes sur les pectines. Donc, ça veut dire qu'en fait, la cellulose et pectines peuvent être, sont intimement liées et peuvent être orientées de manière spécifique dans la cuticule, suivant l'endroit du tissu et au cours du développement. Donc, pour résumer, en fait, là, on est sur un stade vert jeune. On a du coup de la cellulose cristalline qui est orientée. Par exemple, ici, elle est dans ce sens-là, ici, elle est dans ce sens-là, avec une orientation non préférentielle de la pectine dans cette zone-là de la cutine, alors qu'ici, on a en fait une co-orientation, par exemple, de la pectine et de la cellulose. Donc voilà, c'est dans l'étude de la mise en place de ces tissus, en fait, la microscopie Raman peut aussi offrir cette modalité. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. Si on doit résumer notre petite histoire mais en fait, cette peau de la plante, qu'est-ce qu'elle devient au cours de son développement? Et la première réponse, c'est que ça bouge pas mal, et que c'est pas seulement une histoire d'accumulation de matériel, c'est de l'accumulation de matériel, mais aussi de l'organisation, de la distribution chimique et de l'orientation macromoléculaire qui est finement du coup
adapté au cours du développement. Dans une petite tomate, on a en fait essentiellement donc, de la cutine et des composés phénoliques, avec une orientation spécifique de la cellulose essentiellement dans la partie haute, enfin l'externe. Au cours du développement, on a un gradient en fait qui s'opère, un double gradient, à la fois un gradient de composés phénoliques et de lipides et un gradient de polysaccharides et de lipides, avec une accumulation aussi là qui est régulée d'un point de vue orientation. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on a dans cette partie en fait, on va dire perpendiculaire à la surface, on a une orientation de la cellulose cristalline et pas de la pectine. Et dans cette partie-là, on a une orientation de la cellulose cristalline et des pectines. Au cours du développement, la maturation cette fois-ci, et ben là, on a un boost au niveau des composés phénoliques, mais qui ne sont pas distribués de manière homogène. Et donc, dans son continuum, apparemment, ils ont un rôle différent. Et au niveau de l'orientation macromoléculaire, cette fois-ci, on obtient une orientation de la cellulose cristalline qui est co-occultante avec celle, en fait, de la pectine de façon très nette aussi. Et la question qui se pose pour la suite, eh ben, en fait, c'est en quoi, finalement, ces distributions chimiques et macromoléculaires au sein de ce composite de la cuticule déterminent ou pas, en particulier, les propriétés mécaniques de cette cuticule. On a déjà des résultats, mais ce sera pour une prochaine histoire. Voilà. L'autre message un peu fort, en fait, ici, que je voulais vous raconter, c'est que c'est pas une histoire c'est une histoire qui se raconte à plusieurs mains. Ce travail est en grande partie le travail de Nicolas Reynoux, qui vient de soutenir sa thèse là, le mois dernier. Et elle est conduite au sein du laboratoire BIA, au sein de plusieurs équipes, en groupe, mais pas seulement, et également avec la plateforme BIPS, qui fait partie d'un gros groupement de plateformes IBISBA et aussi BioGenWest. Et évidemment, ces analyses biologiques ne se feraient pas sans nos collaborateurs à l'INRA de Bordeaux, des biologistes, en particulier le groupe de Christophe Rotan et Johan Petit. Voilà. Et nos financeurs préférés sont l'INRA, l'ANR et le Pays de la Loire. Voilà. Merci pour votre attention.